Si vous aussi avez envie d'en savoir un peu plus sur les dernières tendances et derniers défilés, rejoignez Mode et Influence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mode et Influence, la première émission mode créée par des étudiants pour des étudiants fans de mode. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un lien plus fort que jamais, c'est le rapport entre la mode et la musique. C'est un sujet ultra actuel, surtout avec les dernières sorties d'albums et les artistes qui imposent autant leur style vestimentaire que leurs univers musicaux. On peut commencer avec la pop culture, parce que l'image est devenue aussi essentielle que le son, et c'est impossible de parler de pop culture sans citer deux gros artistes, Taylor Swift, dont chaque ère musicale s'accompagne d'une véritable transformation stylistique, mais aussi Harry Styles, icône de mode non genrée qui brouille les frontières entre masculin et féminin, sur scène comme sur le tapis rouge. Héloïse, on t'écoute. Tout à fait, on dit souvent qu'une tournée ne se résume pas à ses chansons, mais à l'expérience complète qu'elle offre. Scénographie, danse, maquillage, tenue, autant de variables qui rendent l'expérience unique. Et aujourd'hui, il y a une chose que les artistes ont bien compris, c'est l'importance des tenues de scène. Dans la pop culture post-Covid jusqu'à aujourd'hui, les costumes sont considérés comme un univers esthétique à part entière, en lien avec la direction artistique que défend le chanteur ou la chanteuse dans son album. J'aimerais donc maintenant vous parler de Taylor Swift et de Harry Styles. Harry Styles qui d'ailleurs a annoncé un nouvel album pour le 6 mars prochain qui s'appelle Kiss All the Time, Disco Occasionally. Donc on pourra imaginer aussi qu'il y aura une esthétique très marquée pour ce nouvel album. Disco qui était très en vogue dernièrement. Moi j'espère pas. C'était bien Beyoncé et Dua Lipa en disco, non? Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes l'ont déjà fait. Donc, Ça arrive un peu trop tard. Ouais. Peut-être qu'il va réussir à... Oui, autant il inverse la tendance, hein. Ouais. Autant il refait devenir ça à la mode. Ouais. On verra. Mais on va commencer par Taylor Swift. Pour rappel, la tournée du Eras Tour qui avait commencé le 17 mars 2023 et qui s'était terminée le 8 décembre 2024 est considérée aujourd'hui comme la plus lucrative de tous les temps. Dans son show de 3 heures, la chanteuse retrace différentes éras, c'est-à-dire les différentes phases esthétiques liées à ses albums. Dans ce contexte-là, les tenues de scène de Taylor Swift deviennent des personnages à part entière du spectacle. Pour avoir eu la chance d'assister à la 4e représentation parisienne en 2024, moi la première chose qui m'a frappée, c'est le nombre de tenues qu'elle intègre à son show. Pour chaque concert, c'est environ 16 tenues différentes et 8 paires de chaussures que porte la chanteuse de 36 ans. Un petit fétichisme peut-être. Non mais je trouve c'est un que détail. Ça montre quand même que c'est... Oui, l'attention est effort. partout. Ouais. L'attention est partout. Ça prend du temps de sur la changer tenue. des chaussures sur scène, Oui, j'imagine. ça prend du temps, tout à fait. Et donc, elle entre sur scène d'abord avec un bodysuit irisé signé Versace, accompagné de bottes Louboutin pour l'era Lover. Elle enchaîne avec un look davantage country-pop, faisant référence à ses années jeunesse et à l'era Fearless. Elle porte une mini-robe à franges dorée argentée, signée Roberto Cavalli et Naëm Khan, accompagnée de cuissardes, encore Louboutin. Pour les looks de son album Red, Taylor Swift mise notamment sur un t-shirt graphique à sequins. Pour son album Folklore et Evermore, ce sont des tenues davantage bohèmes, des robes bohèmes que la chanteuse porte. Et un choix qui évoque aussi une atmosphère davantage intimiste et introspective. Et pour son album 1989, ce sont des ensembles mix and match ou perlés que porte aussi la chanteuse. Donc on voit ici qu'en fait il y a aussi les couleurs qui sont un repère visuel en fait dans tous les albums de Taylor Swift et aussi quand elle performe sur scène. A noter qu'à l'époque, il n'y avait pas encore son 12e album, The Life of a Showgirl, qui était sorti, qui est aussi très marqué des couleurs orange, ce bleu un peu vert. Cette narration par l'événement, elle a tellement marqué son public qu'en fait on le voit aussi dans son dernier documentaire, The End of an Era, qui est sorti sur Disney+, en décembre dernier, où justement elle passe pas mal de temps à expliquer en fait les coulisses de ses looks et on en apprend justement un peu plus sur leur signification. Beaucoup de fans reproduisent donc, et qui reproduisaient d'ailleurs pendant ces concerts des costumes en fait, de Taylor Swift et les remixer à leur manière. En fait, les concerts de Taylor Swift, c'était un peu un rendez-vous de créativité, de paillettes, de couleurs, de strass. Et ces tenues de scène, en fait, c'est vraiment devenu, je pense, un symbole culturel à part entière. Par exemple, le bodysuit Lover, c'est pas seulement une tenue de scène, il est pour beaucoup l'image même de cette tournée
présents sur les posters et les différents goodies. Après, en vrai, il n'a pas fallu forcément attendre Taylor Swift pour organiser ce genre d'événement couture et mode avec justement les Swifties qui s'habillent. Il y avait Mylène Farmer, Madonna ou encore Lady Gaga qu'on a vu très récemment avec sa tournée. C'était un vrai événement. Ah ouais. Tout le monde était déguisé. Pitbull aussi, ils le font maintenant. Pitbull, ça paraît pas forcément évident. Mais c'est très pour simple. ça, C'est une chemise blanche avec une cravate noire. Du coup, là, c'est pas très fashion. Non, mais Pour, c'est représentatif. pour Beyoncé, c'était venu tous en country pour son événement après. C'était vraiment bien. Et là, Lady Gaga aussi, comme tu as dit plus récemment, c'était Non, un c'est événement, mieux c'était maintenant. énorme. Les Je gens, trouve ils que c'est venaient bien, habillés. au moins, entre fans, on peut être ensemble, regarder comment l'autre s'est habillé, prendre des photos, tout ça. C'est plus convivial. C'est marrant aussi de voir que du coup là on parle peut-être pas seulement de la mode parce que on parle plus de l'impact que peut avoir un artiste sur l'économie et sur aussi des looks et sur aussi toute une communauté en fait. C'est créer un univers à soi et on dépasse le simple côté esthétique ou la simple trend. Je pense la mode en fait, la mode c'est pas que esthétique, la mode. Oui, la mode c'est ce que Mais après, est-ce que Taylor Swift c'est une vraie icône mode ? Moi je suis pas sûre parce que moi tout ça ça me parle pas en fait, vu que je suis pas une fan incontestable de Taylor Swift, toutes ces tenues je les ai pas en tête. Mais c'est vrai qu'on peut pas nier non plus l'importance qu'elle a aujourd'hui. Et l'impact qu'elle a dans le monde. Avec sa communauté. Mais du coup, elle n'a pas forcément d'influence fashion. Parce qu'en vrai, là, par exemple, tu citais des créateurs et tout, mais elle est affiliée à aucune... Enfin, elle est rigide d'aucune maison. Ouais, elle n'a pas une maison spéciale. Il me semble que pour les chaussures, du coup, c'est... Le boutin. No shit. mais oui, c'est pas parce que Louboutin représente une réelle esthétique et qu'il y a une réelle collaboration. C'est parce que Louboutin, il a vu l'aspect économique et que c'est... Et Louboutin, c'est pour toutes les tournées ? C'est pour toutes les dates ? C'était il me semble que en fait toutes ces paires de chaussures c'était Louboutin. Ah ok. Mais tu vois par exemple quand elle la voit dans les autres événements musicaux genre Grammys Awards et tout, en vrai c'est pas du tout une icône mode. Souvent elle se fait lyncher en plus parce que les tenues sont pas remarquables, voire un peu pauvres à côté d'autres. Pas assez marquantes. Parce que justement je pense qu'elle différencie vraiment ses concerts, la scène en fait d'événements plus. Mais c'est dommage. Fashion et tout, c'est dommage. C'est dommage. Quelque chose. C'est peut-être aussi une manière de dire. De se détacher. Qu'elle est plus une pop star musicale qu'une icône mode. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle n'est pas invitée au Fashion Week et tout aussi. Et ça, c'est tout l'inverse du coup de l'artiste dont tu vas nous parler parce que Harry Styles, alors je veux pas empiéter sur ta chronique et je vais te laisser la faire, mais je veux dire Harry Styles pour moi, j'ai écouté, il y a plein de sons de lui que j'aime bien, mais il représente une icône de mode parce que c'est un style, c'est un personnage, c'est un charisme aussi. Il a cassé tous les codes donc. Et pourtant, il est, tu vas le dire, je pense, il est un peu féminin et masculin, et pourtant je le trouve très, je sais pas, genre je trouve qu'il incarne vraiment l'homme. Je le trouve extrêmement viril. Moi, je trouve pas que c'est de la masculinité, c'est du charisme en fait. Je trouve qu'il dégage du charisme. La masculinité, du coup, ça le rangerait dans une case que lui ne veut pas être. Tu vois, justement, il dit que c'est non-genré, qu'il casse les codes de cette masculinité. Mais il en fait autre chose, tu vois. J'ai l'impression qu'il incarne une nouvelle vision de la masculinité. Oui, après, c'est les avis, Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça en fait. Hors de ce qu'on peut connaître et ce qu'on peut appeler, nous, la masculinité en fait. Et donc, on pourrait, je pense, qualifier l'esthétique du Love on Tour, donc la dernière tournée qu'a fait Harry Styles avant de disparaître des tabloïds et de revenir récemment, comme en milieu, entre rétro et moderne. Dès la première date, le ton avait été donné, on voyait des costumes, tailleurs ultra colorés, pantalons flards, vestes à sequins ou boa encore à plumes. L'artiste s'accompagne, lui, de Gucci pour ses costumes, la maison de haute couture avec laquelle, justement, il collaborait étroitement déjà bien avant le Love on Tour. Les tenues rappellent un imaginaire très glam rock et disco aussi des années 70, une esthétique que la grande majorité des jeunes fans de l'artiste n'ont pas connue, mais qui pourtant, en fait, devient accessible à tous grâce, et notamment plutôt à lui. Harry Styles, il ne surfe pas seulement sur la nostalgie, il rend le tout joyeux, ludique et un peu plus accessible. Autre point central de cette tournée, comme tu en as parlé, Jade, c'est la fluidité des genres. Harry, il va brouiller volontairement les codes traditionnels de la mode masculine et justement, il s'en amuse
top ajouré, pantalon taille haute, perles, vernis ou encore maquillage. Sur scène, ces éléments ils sont intégrés, assumés et surtout validés par son public qui, comme pour le Eras Tour, le public il s'inspire de l'esthétique de leur idole pour choisir leur propre tenue et accessoires de concert. Il ne fallait pas être étonné si vous voyez des chapeaux de cow-boy roses, des ensembles à paillettes, des lunettes oversize, des pantalons flards qui faisaient justement partie des choix des spectateurs. Et à travers cette tenue, Harry Styles il fait passer un message silencieux mais puissant, surtout dans une Amérique très rétrograde et trumpiste. C'est la liberté d'être soi sans justification. Et lors des concerts, la tenue de scène ne distinguait plus Harry du public, mais formait une véritable communauté visuelle. J'aimerais terminer en disant, là où Taylor Swift utilise, elle, la tenue comme un outil de narration, Harry Styles, lui, s'en sert comme un manifeste visuel, deux approches différentes, mais une même idée. Aujourd'hui, la mode, sur scène, n'illustre plus la musique, elle en fait pleinement partie. Merci beaucoup pour ta chronique, c'était hyper intéressant Très et je trouvais ça intéressant. cool de mettre en parallèle les deux artistes qui sont totalement différents. Ouais. Ouais. Merci. Là, on a parlé de deux grands artistes, donc Taylor Swift et Harry Styles, mais la nouvelle génération, je trouve qu'elle n'est pas du tout en reste et on va parler d'une autre grande artiste, Sabrina Carpenter, avec son esthétique ultra féminin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc moi ce soir j'ai décidé de vous parler de Sabrina Carpenter, comme l'a dit Jade. Donc on la connaît pour ses titres Juno, Espresso ou encore dernièrement Man Child, que j'adore personnellement. Mais moi ce soir je vais surtout vous parler de ses tenues, plus sexy les unes que les autres, qu'on adore. C'est lors de sa tournée Short and Sweet que ces tenues de scène ont totalement marqué les esprits, de la dentelle, mais surtout beaucoup de paillettes. Je ne sais pas si vous avez les images un peu en tête, mais ces tenues étaient principalement constituées de paillettes. Le schéma, c'est souvent le même au début de ses concerts. Elle entre sur scène, elle a une serviette autour d'elle qui brille, remplie de strass. Et petit à petit, en fonction de la musique, elle l'ouvre, encore une fois remplie de strass. Attends, elle n'est pas blanche d'abord. C'est ça, elle est blanche, mais elle est remplie de strass en fait. C'est des strass, mais dessus aussi en fait, c'est des strass. J'ai regardé en détail. Okay. Je pensais aussi qu'il n'y avait que l'intérieur, mais en fait, au-dessus, on le voit pas vraiment. Non, en fait, c'est vraiment des paillettes. C'est des strass blancs en fait. Et quand elle l'ouvre, on voit pareil les strass gris avec le bisou. C'est sa petite référence. C'est ça, la petite ref. Je crois qu'elle a un tatouage d'ailleurs, le bisou. Oui. Il me semble qu'elle est grande fan. Ah bah oui. Donc voilà, elle enlève la serviette pour ensuite l'ouvrir et dévoiler un body tout aussi brillant avec la plupart du temps des porte-jartelles qui sont assortis. Lors des différents actes, elle se change tout en gardant cette même DA. Mais il ne faut pas oublier que le Disney Child sait y faire un marketing car elle s'adapte en fonction de la localisation de son concert, mais surtout en fonction de la période. Parce que moi, ce soir, je vais vous parler de ces 5 dates qu'elle a fait au Madison Square Garden. Principalement, je vais vous parler de la dernière date qui était le soir d'Halloween. Est-ce que vous savez un peu les tenues qu'elle avait ou pas ? Elle en a proposé plusieurs. C'est ça, oui. Et tu sais quoi ? Bah, je te laisse dire. T'as des idées ? Non, pas du tout. Non, moi non plus. Non, toi. Bah, moi, toi, tu sais, oui, du coup. Alors, ce soir-là, elle avait 3 tenues, comme l'a dit Héloïse. À chaque fois, c'était une direction artistique totalement différente, rien à voir les trois. Le premier acte, au moment d'enlever sa serviette, comme à son habitude, on voit un body, une nouvelle fois, tout de strass. Je vais vous le répéter à chaque fois qu'il y avait des paillettes, parce que vraiment, c'était vraiment ce qu'elle a appuyé, en fait. C'était vraiment la DA, c'est ce qu'elle a appuyé à bloc. Et donc, en fait, le déguisement qu'elle avait en dessous, pour Halloween, c'était Wonder Woman. Ok. Je crois donc, que j'ai vu passer, peut-être. Vous avez c'était un shorty en fait, c'était un body shorty intégral magnifique et en fait c'était vraiment tout l'apparat de Wonder Woman. Vous le visualisez, je crois. Le fond doré avec les détails, le fond rouge pardon avec les détails dorés, le short bleu avec les étoiles. En fait c'est le drapeau américain et les étoiles blanches avec un contour jaune. Ouais, c'est ça, en fait, c'est la ceinture qui est jaune et les détails du body rouge qui sont jaunes. Mais en plus de ça, Sabrina Carpenter a vraiment appuyé sur tous les détails parce qu'elle avait le diadème de Wonder Woman, les bracelets et le fouet. Est-ce que vous le visualisez, le fouet ou pas ? Parce qu'en fait, Wonder Woman, elle a un fouet, c'est comme ça, en fait, c'est son accessoire. Spider-Man, c'est l'étoile et elle, en fait, c'est le fouet en or. Et en fait, elle avait aussi un petit détail sur sa tenue, donc j'ai trouvé ça franchement... C'était en partenariat avec DC ou même pas ? Même pas.
Même pas, c'était un... Elle a même pas Dans le touché thème. de... Non. Non, bah, je De pense qu'elle en a pas royalties. besoin. Ouais, Non, je pense qu'après la tournée qu'elle a fait, je pense que... Donc ensuite, pour le deuxième acte, cette fois-ci, changement radical. Chapeau de cow-boy blanc. Ok. Bandana autour du cou, rose. Pantalon pas de def, rose. Barbie, C'est ça. Ouais. Exactement, en Je peux fait. le dire plus fort. Hein. Cette fois-ci, c'était une référence à l'iconique tenue de Margot Robbie dans le film, effectivement Barbie. Le personnage fictif qui est une précurseur du féminisme, valeur que Sabrina Carpenter défend. C'était un beau clin d'œil, alors. Et cela a permis de nous replonger un petit peu en 2023, au moment de sa sortie. Pour le troisième acte, on sait que la chanteuse est plutôt comique, humoristique, elle aime bien toucher sur le second degré. Bah, cette fois-ci, tenue totalement humoristique en se déguisant en Fred. Pas Fred de Scooby-Doo, mais Fred de la famille Pierre à Feu. Oh, Ouais, wow. j'ai pas Voilà. la photo. Et en fait, C'est vous vieux. n'avez pas Ah oui, c'est vieux. En fait, c'était vraiment une tenue Léopard. d'homme de Cro-Magnon, en Ouais, fait. ouais. Mm. Ouais, C'est j'ai pas vu. orange avec des taches noires, avec vraiment les détails comme si c'était déchiré, qu'ils avaient pris. C'est pas très glamour, ça. C'est pas Ouais, très glamour, pour mais Sabrina. c'est Sabrina Carpenter Ouais. et elle a rendu ça glamour parce qu'en fait, on ne Ok. voit une nouvelle fois pas vraiment de tissu Ouais. parce que c'est que des paillettes. Ce n'est que des sequins. Ouais. C'est magnifique. Il y a des secours. T'as compris, je crois qu'il y a des paillettes un peu de partout. Je suis prêt. C'est ça, et en fait, il y avait finalement que des sequins. Ok. Ok. Et il n'y a pas que sur scène, du coup, que Sabrina Carpenter, elle brille. C'est exactement, en fait, il n'y a vraiment pas que sur scène, parce que personnellement, j'ai décidé de vous parler de sa dernière apparition au Met Gala de l'an dernier. C'était la 3e fois qu'elle était invitée, et cette année, elle est arrivée en corset, Bordeaux, Louis Vuitton. Ok. Magnifique. Là, il y a des références. C'est ça. Un petit, bon, le body, c'était un petit clin d'œil à ses tenues de scène. Ouais. Elle a demandé que ce soit comme ça pour que ça ait une référence, pour que ses fans comprennent. Elle avait une queue de pied aussi parce que c'était inspiration d'Andy. Je sais pas si vous vous rappelez du thème du Met Gala de l'année Ouais. dernière, c'était ça, c'était Ouais. le thème d'Andy. Dans une interview à Vogue France, elle a même dévoilé que la laine, elle était brodée à la main et que le corset, en fait, il avait des boutons. Ouais. C'était des boutons de cristal. Vous imaginez le détail, enfin jusqu'où ils ont été, je trouve ça vraiment magnifique. Bon, plus récemment, la dernière fois qu'on l'a vue sur un tapis rouge, c'était pas n'importe quel tapis rouge, c'était le MTV Music Awards, où elle est repartie avec 3 prix. Album de l'année pour Short and Sweet, Mhm. meilleur artiste pop et meilleur effet visuel pour son concert, enfin pour sa tournée en fait, c'est magnifique. À la fin de la cérémonie, donc elle est apparue sur le red carpet avec ses trophées et une tenue en dentelle, full dentelle, encore une fois du transparent, enfin de la classe, rouge, magnifique, et par le créateur Valentino qui nous a du coup quitté hier. Malheureusement. Bon, en gros, vous l'avez compris, Sabrina Carpenter ne se contente pas de chanter ou de performer. Elle raconte une histoire à travers ses tenues. Peu importe le lieu, chaque look est pensé, référencé et chargé de sens. Elle joue avec les codes, les époques et les icônes, tout en affirmant une image forte. Sabrina Carpenter brille donc par sa vision artistique, et une chose est sûre, quand elle monte sur scène ou qu'elle foule un tapis rouge, ce n'est jamais juste pour être vue, mais bien pour marquer les esprits. Merci beaucoup. De ce paillettes. cas. Et de sequins paillettes. et de paillettes, exactement, et de body. On va continuer maintenant avec une autre artiste qui s'appelle Tate McRae, qui mêle, elle, look minimaliste, sensualité et énergie performative. Tout à fait. Donc moi, je vais vous parler de Tate McRae. Donc tout d'abord, elle a fait ses débuts dans la chanson avec un style à elle dès 2017. Et elle a réellement une place dans la musique en 2023 avec son titre célèbre Greedy, qui a littéralement percé. Et c'est là qu'on l'a découverte pour la première fois réellement. Quand on évoque Tate McRae aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'une voix puissante ou d'un sens inné pour la scène. On parle aussi d'une éthique mode qui reflète sa personnalité entre le streetwear et sa sensualité assumée. Durant sa Miss Possessive Tour, Tate McRae a multiplié les looks autant pour la performance que pour l'impact visuel. De nombreuses tenues ont marqué comme le body scintillant blanc orné de grosses pierres dorées associées à des cuissardes en cuir noir. Un combo qui capture l'énergie de ses chorégraphies et qui attire immédiatement l'objectif des photographes. Mais son style de concert ne se résume pas à la séduction pure, elle mélange souvent des pièces d'années 2000, comme des pantalons hand, des sneakers ou des tenues inspirées de skate. Et en cérémonie, du coup, elle a aussi réussi à faire sensation, non? Oui, tout à fait. Au MTV Video Music Award 2025, elle a littéralement fait sensation dans une robe blanche presque transparente, inspirée de la mythologie grecque. Création du styliste Ludovic de Saint-Cernin, un choix qui a beaucoup fait parler pour la jeune pop star dans la tendance actuelle du naked dress.
Ce look-là, c'est l'exemple parfait du mode spectacle, une robe qui n'existe qu'avec elle parce qu'elle le porte avec assurance, décontraction et un sens aigu du théâtre. Pas seulement pour plaire, mais pour se faire une place aussi. Car même sur le tapis rouge, elle vient les cheveux détachés. Donc elle est connue aussi pour ça parce qu'à chaque concert, elle a les cheveux détachés. Pas un lissage parfait, pas de chignon, juste elle-même. Et c'est un peu ce qui la rend unique en fait. Donc elle ne s'enferme pas dans un seul registre. Elle peut être ultra féminine et glamour sur un tapis rouge, puis incroyablement cool et sportive sur scène. Un clin d'œil constant à ses racines danse et dans la pop. Cette capacité à jongler entre le streetwear et les pièces de couture, ce qui fait d'elle une figure mode construite avec autant d'intérêt que sa musique. Parce que de base, elle voulait être danseuse. C'est ça aussi. Elle était danseuse de haut niveau. Puis après, en 2007, oui, elle s'est lancée dans la chanson. Et il n'y a pas un clip en plus, je crois, un des premiers clips qui a percé où elle était sur la glace. Oui, c'est ça. C'est la chanson Gwedi. Ouais. Et là, on voit qu'elle elle fait danse, chant, elle mélange bien. Quoi. Ça vient de là, le sportswear. Oui, voilà, c'est ça. C'est elle a la gardé, complète, voilà, elle garde les t-shirts de skate, elle est en gros jogging. Enfin, franchement, c'est ça qui la rend un peu simple, mais en même temps, elle est quand même là sur le tapis rouge et voilà, elle est quand même spéciale. Et au niveau de ses looks, j'ai vu aussi qu'elle portait beaucoup de motifs léopard. Oui. C'est vrai que moi, quand on me dit Tate McRae, directement je pense aux shorties oui, avec cool. le logo léopard. Hein. Même dans les concerts, les filles en général, elles s'habillent avec le shorty léopard, un petit top. Et c'est ça aussi. Ouais, elle aime bien être, on va dire, à l'aise, mais quand même glamour, sexy. C'est ce qu'elle fait en général dans tous ses concerts. Il n'y a pas des références aussi à Britney Spears du coup ? Tout à fait. Tate McRae est souvent comparée à Britney Spears parce qu'elles partagent plusieurs points communs. Donc, dans leur image et leur parcours artistique, comme Britney Spears au début, Tate McRae est avant tout une danseuse de haut niveau. Et la danse occupe une place centrale dans ses clips et ses performances sur scène. Elle rappelle fortement l'ère pop star des années 2000. Les deux artistes proposent également des thèmes liés aux relations, aux doutes et à la jeunesse, ce qui fait écho à la façon dont Britney Spears incarnait ses musiques à ses débuts. Sur le plan visuel, la DA de Tate McRae évoque aussi celle de Britney Spears, notamment à travers les looks inspirés des années 2000, des clips épurés mais intenses et une attitude très marquée par la danse. Cette ressemblance est surtout mise en avant par les médias et les fans. Tate McRae a d'ailleurs confirmé à plusieurs reprises son admiration pour Britney Spears, tout en affirmant sa volonté de construire sa propre identité artistique et de s'inscrire pleinement dans sa génération. Donc en conclusion, elle est peut-être d'abord connue comme chanteuse et danseuse, mais elle est en train de devenir à part entière une icône mode de sa génération. Son style reste unique, mais rappelle quelque chose de l'époque. Ce n'est pas seulement ce qu'elle porte, mais comment elle le porte, avec confiance, énergie, une vraie présence. Et cela fait ce qui la rend unique. En fait, je trouve que ce qui la différencie de Britney Spears, c'est que Britney Spears, c'était pas seulement un personnage qu'elle mettait sur scène. Oui. À la différence, par exemple, de Taylor Swift aussi ou de Sabrina Carpenter, elle était réellement trash, mais c'était aussi lié aux médias, lié à tout un contexte social. C'est ça qui les différencie énormément, parce qu'aujourd'hui c'est une féminité qui est mise en scène, alors qu'avant c'était une féminité pour s'affranchir. Se libérer, se libérer, exactement. Ouais, vous voulez casser les codes. Ouais. Et Britney Spears, c'est moi, je vois une femme féminine quand j'y pense, mais je vois aussi quelqu'un qui s'est rasé la tête parce qu'elle en avait marre et qu'il y avait trop de pression. Quoi. Les médias, tout ça, oui, c'est vrai. Les médias, sa famille, Britney Spears, mentalement, elle a pris cher. Et c'était la même chose pour... Non, on n'espère pas. Pour aucune des artistes de maintenant, surtout. Non. Ça ferait polémique fois 1000. C'est vrai que ça fait polémique et c'est vrai que c'est très triste ce qui se passe, mais c'est aussi ce qui fait la force et l'impact d'une star. Et son authenticité aussi. Bien sûr. Et c'est quelque chose que je ne retrouve pas autant moi, actuellement. Avec Sabrina Carpenter ou Tate McRae. Oui, parce qu'elles sont un peu lisses. Ouais, un petit peu. Ouais, elles sont moins dans les polémiques, tout ça. Des anciennes enfants acteurs ou... Oui, ça, Sabrina Carpenter, elle fait partie de Disney Channel. Elle a toujours une bonne image. C'est ça. Plus qu'à l'époque. Après, les enfants de Disney, il y en a beaucoup qui ont pété les plombs quand même. Miley Cyrus, Demi Lovato, ils sont pas gardés une ligne très droite non plus. Moi, personnellement, qui suivais beaucoup Hannah Montana, ça m'a mis un choc mentalement. Quand elle a fait son premier clip, ça lui a donné un style maintenant. Ah oui, c'est sûr, ça lui a ouvert une nouvelle ère. Oui, avec la boule. Oui, Wrecking Ball. Oui. Mais je te jure, tu passes d'Hannah Montana, la perruque blonde cachée. Moi, personnellement, ça m'a fait un peu bizarre de voir une personne quand on est petit, en plus, on était jeunes, on l'adulte, à cette époque, c'est la star à suivre. Ouais. Mais je pense que les histoires d'avant ont fait que maintenant, ils essaient de un peu plus les encadrer mentalement. C'est ça, de tout contrôler. Je pense aussi que ça a eu un impact. Ouais, et puis que aussi les polémiques, c'est devenu un peu monnaie courante. C'est pour ça que les Kardashians, aujourd'hui, on n'est plus choqués de rien. Quoi. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est un peu le principe. Et c'est ce qui donne, les personnes que vous avez évoquées,
elle donne l'idée d'une mode qui est un peu accessible et qui est immédiatement identifiable et qui est largement reprise par les réseaux sociaux aussi. Ah oui, Oui, c'est ça. totalement. Mais toi, tu vas nous parler de quelqu'un de complètement différent. Qui n'a rien à voir, qui Rien à est voir. français. Bah oui, on n'a pas pu échapper cette année au phénomène français Théodora, parce qu'en vrai, s'il fallait mettre un visage français en tout cas et un style de 2025, c'est bien sur Théodora qu'il faudrait s'intéresser. Fin 2025. Pas tout. Bah, non. Enfin, elle a commencé à percer vraiment début 2025. Bah ouais, enfin, parce que cet été, on parlait que d'elle, tu vois. Enfin, au début, en fait, elle était. Voilà. Elle était très Ouais, bah, surtout mise en qu'au avant. début, elle était programmée nulle part. Oui. Et que les festivals se sont arrachés en juin. Ouais. Et Alors, du coup, pour Ouais. l'anecdote, le Rose Ouais. Festival de Big Flo et Oli, donc ils font un an sur un an les programmations. Donc en août Ouais. 2024, ils la programment parce qu'ils ont vu que c'était une petite rappeuse qui essayait de faire son beurre, etc. Donc ils l'ont eu en vrai pour un prix rien du tout. Ouais. Et finalement, maintenant, c'est l'artiste française quasiment joué. la plus. Oui, ah oui, c'est Ils ont eu la énorme. vision. Énorme, ils ont eu la vision. Et d'ailleurs, du coup, elle est nommée dans pas moins de 5 catégories aux Victoires de la musique 2026, qui se tiendront donc le 13 février prochain. Révélation féminine, révélation de scène, album de l'année avec Mega BBL, donc son album, chanson originale avec Fashion Designer, et même création audiovisuelle pour le clip de ce fameux morceau réalisé par Melchior Leroux. Avec le clip de Fashion Designer, Théodora, elle signe en effet plus qu'un simple accompagnement visuel, sorti le 4 juin dernier. C'est un petit bijou esthétique avec plein de références pop et mode. Ouais, et puis c'est un clip qui est très marqué par son esthétique aussi afrofuturiste. Ben, c'est un style qui est très en vogue aujourd'hui avec tous les artistes, parce qu'en vrai c'est pas que la musique, c'est dans le cinéma aussi, depuis surtout Black Panther, qui a imposé ses codes dans l'imaginaire collectif. Chez Théodora cependant il y a un peu, on n'est pas dans l'épopée ou le manifeste frontal de l'afrofuturisme, c'est un afrofuturisme qui est beaucoup plus stylisé, avec du coup des références mode et presque un peu rétro, surtout sur le clip du coup, et qui peut être parfois un peu décoratif. On est dans un entre-deux temporel et c'est une façon pour elle de dire je viens du passé avec un vrai héritage, mais je suis pas enfermé dans le présent actuel. Et je m'invente ailleurs et ça lui permet d'être complètement intemporel. Et en vrai, quand on regarde le clip, on sait pas. Enfin, ça pourrait être aujourd'hui, mais ça pourrait être demain ou hier, finalement. Et ça, c'est très fort symboliquement. Ouais, mais tu dirais du coup que c'est un clip qui est esthétique ou qui a une vocation politique ? Bah, c'est politique, mais à distance. C'est très, très, très loin. Le futur qu'elle projette, il n'est pas très radical, il n'est pas conflictuel, c'est très lisse. Et ok, c'est séduisant et référencé. Donc efficace visuellement, on est très impressionné, mais ça peut aussi donner l'impression que cet afro-futurisme qui pourrait être très politique avec des vraies valeurs et des vraies injonctions sociales, en vrai là il pourrait être vu comme complètement vidé de sa charge subversive, réduit à un vocabulaire complètement esthétique. Ok, mais je trouve que la mode elle est quand même omniprésente dans son discours. Oui. Là du coup au-delà du clip, Théodora elle maîtrise très bien la tenue message, donc qu'on a parlé depuis le début, hein. Elle compose ses looks qui captent immédiatement le regard mais qui racontent quelque chose du pouvoir féminin, donc c'est des corsets, des matières brillantes, des silhouettes qui sont structurées et contraintes, donc c'est des vêtements historiquement liés au contrôle des femmes et de leur corps, et Théodora les réutilise pour dire complètement l'inverse. Ces tenues elles empruntent au power dressing, à la couture, à la culture club, mais aussi à des figures féminines longtemps marginalisées. Et c'est quoi ces références ? Alors, il y a de tout, et c'est un peu un melting pot. Pour se retrouver, c'est un peu compliqué des fois. Il y a du Grace Jones, il y a du Sailor Moon, il y a du Jean-Paul Gaultier, il y a la culture du club des années 2000 qui est très en vogue, enfin un peu moins là avec 2016, mais c'était très en vogue de Y2K dernièrement. Et ce mélange, il crée une image immédiatement reconnaissable en fait, alors surtout le Y2K puisque c'était très en vogue, et donc elle reprend tous ces codes qui sont associés souvent à l'excès, au trop, on pourrait dire qu'elle est souvent et parfois vulgaire, mais en fait elle retourne en force. Plus qu'une contrainte qui est subie, c'est une maîtrise qui est revendiquée, elle choisit quand elle se montre, comment et pourquoi. Mais là où c'est intéressant et parfois c'est un peu ambigu, c'est que elle retourne tous ces symboles en pouvoir, ok, parce qu'il y a une réappropriation qui repose sur des codes très normés de désir, de domination, de performance du corps.
Elle critique du coup ces attentes sociales tout en continuant à jouer avec leurs codes les plus visibles. Ça fonctionne visuellement et ça colle à son personnage artistique de Boss Lady, mais j'y viendrai plus tard. Mais ça pose aussi une question, est-ce que c'est une subversion ou c'est une adaptation brillante du système comme nos autres pop stars qu'on a cités plus tôt? Moi je trouve qu'elle fait du bien en fait Théodora dans l'industrie musicale française. Je trouve qu'en fait ça fait des années qu'on n'a pas eu de pop star française Chez les Il y a filles, Aya il n'y a que Aya Nakamura qui pèse un peu. Elle est tellement plus subversive, Aya Nakamura. Et puis niveau mode, Aya Nakamura, elle est pas du tout intéressante. Bah, des fois quand on lui demande... Elle s'y connaît pas. Attends, mais tu te rappelles quand Oui, elle elle était est sur le Met égérie, Gala Elle et qu'on savait lui avait pas demandé, elle était quel- là, je sais pas. Elle savait on pas l'a quel donné. créateur savait même. Mais après, est-ce que c'est pas aussi un peu un personnage? Est-ce que c'est pas aussi sa marque de fabrique de dire Oui, voilà, je moi, sais pas, c'est ça Ouais, un peu c'est ça. de nonchalance en fait Ah mais c'est finalement. 1m90. Non. C'est vrai qu'elle est très grande. Pourtant, c'est une artiste très populaire et tout, Mm. mais elle n'est pas aimée par tout le monde. Non. Parce que je trouve que peut-être Théodora, elle est peut-être intergénérationnelle. Ouais. Clairement, elle arrive dans un moment où une partie de la jeunesse, elle cherche des figures d'affirmation, C'est vrai. mais sans rigidité, donc un peu comme toutes les autres pop stars, comme Sabrina Carpenter peut-être. Elle incarne en tout cas cette puissance un peu joyeuse, décomplexée, ludique, qui passe du coup par le jeu, l'humour. C'est quand même très théâtral, surtout quand elle s'exprime Oui. sur scène. Et c'est là toute sa force. Hein. Elle refuse la figure de l'artiste militante austère qu'on aurait pu avoir dans les années précédentes. Mais cette légèreté assumée, elle peut aussi créer une forme de surface permanente. Tout est très maîtrisé, très stylisé, parfois au détriment de la faille et du véritable engagement. Et son image, elle dépasse un peu aussi le cadre musical. Oui, c'est une influence qui est déjà visible dans le langage. Théodora, elle se définit souvent comme une boss lady. Ce discours est puissant et très contemporain. La boss lady, c'est devenu une figure presque standardisée de l'empowerment. On l'utilise aujourd'hui comme une expression à part entière. C'est très compatible avec le capitalisme culturel actuel. Et la mode dans tout ça, elle devient un prolongement direct de cet univers de boss lady. Ces looks scéniques sont très impressionnants, mais presque trop parfaits. On est davantage dans la performance que dans la fragilité. À force de toujours être boss, il y a peu d'espace pour le doute, l'accident, le relâchement. Et c'est peut-être pour ça que certains spectateurs restent à distance émotionnellement. Ouais. Et elle n'a pas collaboré aussi avec Vinted? Très très récent, Vinted, c'est un peu passé inaperçu. Pourtant, ils ont fait des pubs qui marchaient assez bien. Toi, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu du tout. Ouais. Non, non. Et sachez-le Ah, si. que Avec Lena Situation, j'ai vu, mais, mais Lena Situation, ça fait longtemps. Oui, oui. Et là, maintenant, Ouais, ça, Théodora, j'avais du vu. coup, elle a son Moi, je veux petit pas Vinted. Toi, t'as un problème avec la seconde main. Non, pas du tout. Avec qui? Ouais. Avec Je Théodora? l'apprécie beaucoup. Non, Non, Vinted. Lena Situation, Ah. je l'apprécie beaucoup. Je la trouve très joyeuse. Mais Vinted aussi, t'as un problème avec. Mais j'ai un problème avec Vinted. Elle a un problème Ah. avec tout. Ouais. Bon. En tout cas, pour revenir On peut pas à plaire à tout le Théodora. monde. Pour revenir à Théodora, donc elle sanctuarise pas du tout la mode avec justement cette collaboration-là. Elle la fait circuler avec ses propres habits. Elle montre que du coup le vêtement peut être alors un outil commun d'expression transmissible et pas un objet inaccessible et propre à chacun. Cette idée, elle reste quand même inscrite dans une logique de marque, d'image, de circulation parce que c'est une collaboration commerciale. Il n'y a donc pas de posture totalement innocente dans ce geste-là, bien qu'il est quand même à saluer qu'il est assez malin. Mais Théodora, elle est aussi brillante dans sa capacité à incarner l'époque. En fait, elle incarne cette époque et peut-être un peu trop, tu vois. Elle fracture pas le système, en fait, dans le sens où il y a un manquement politique et il s'est vu dernièrement parce que, par exemple, ses sons ont été repris par le RN. Elle a dû même faire un post là-dessus. Ouais, en j'ai vu disant je ne peux pas comprendre que vous tiriez profit de mon travail pour défendre des positions que je combats et auxquelles je n'ai jamais voulu être associé. Et donc ça montre clairement que il y a eu un manquement avant, se positionner en tant qu'artiste parce qu'en vrai au final l'art est toujours politique, qu'on le veuille ou non. Mais je suis Et pas politisé. trop d'accord avec toi, tu vois. Parce que Ah genre ouais non, je pense que rien que sa seule présence, c'est déjà un acte politique, tu vois. Parce que on serait des années en arrière, elle aurait jamais pu accéder à Ouais, une c'est vrai. popularité. Même en tant que femme, tu vois. Mais sans c'est- être, oui, sans sans être être, immigrée. oui, Déjà, sans- on enlève Oui. un truc. Oui, Rien qu'en Ouais. tant que femme, il y en a eu combien des rappeuses aussi Il y en a connues que moi, du coup. Donc c'est déjà très Ouais, bien. Donc ouais. je trouve que sa simple présence et
sa direction artistique et ce qu'elle apporte, c'est déjà politique, tu vois. Fait polémique, ouais. Ah oui, peu importe ce qu'elle fait, elle va être Ils se Justement, disent donc, neutres, en fait, de gauche, le fait de droite, que le RN qui passe y aura outre une polémique, ses il y aura quelqu'un de pas origines, content. tu vois, mais je pense qu'ils s'accaparent. Enfin, ça montre le manquement d'un truc de genre, même eux, enfin, ils ont pas capté que... C'est arrivé aussi aux États-Unis avec Sabrina Carpenter. Et aussi Oui. Olivia Rodrigo. Et au Qui se lycée, sont aussi Juno, prononcés la en chanson disant, Have You Ever Tried This One? En fait, il y a le service de l'immigration des États-Unis qui s'en est servi pour faire un TikTok. Nice, Et en ouais. gros, il montrait comment il faisait pour que les immigrés s'en aillent, les positions, comment il les tenait, les clés de bras, les trucs comme ça et tout. Ça a fait polémique et elle a enlevé de toutes les plateformes, quoi. Bon, en tout cas, si elle fait pas l'unanimité, Théodora, elle montre bien une chose, c'est qu'aujourd'hui encore, un artiste peut construire une œuvre avec ses sons, mais aussi avec des silhouettes. Dans un paysage musical actuel très formaté, imposer une image forte, singulière comme ça, et aussi assumer, c'est se démarquer. Alors, qu'est-ce qu'on attend tous pour devenir des boss ladies? C'est une bonne question de fin, ça. Moi, j'avais aussi envie de continuer et de finir un peu cette émission avec aussi d'autres artistes rap. Je trouve que le rap et la mode, c'est deux thèmes qui vont ensemble. Ah oui, ça se parie On a eu, bien. par exemple, dans les années 2000, on avait Eminem qui avait une esthétique Oui. extrêmement reconnaissable. Il avait des cheveux décolorés, des vêtements hyper amples. Et il incarnait, à l'époque, je trouve, une attitude un peu brute, directe, sans compromis. Un rappeur qui a tout cassé, quoi, qui a Ouais, arrivé dans le milieu et qui a tout emporté derrière lui. Toutes les portes. Ensuite, dans les années 2010, on a eu la vague Kanye West. Enfin, moi, c'est mon rappeur préféré, donc je pense que je suis peut-être pas objective, mais je trouve qu'il est quand même très reconnaissable parce qu'il a des silhouettes oversize, une palette de couleurs aussi qui sont très fortes. Et puis, il a intégré l'univers de la mode en faisant un stage chez Fendi, puis après en créant sa marque en collaboration avec Adidas, Yeezy. Qui est fini. Qui est fini, oui, c'est sûr. Et puis, il y avait des clips aussi, par exemple le clip Closed on Sunday, où il avait mis en scène Kim Kardashian, donc son ex-femme, et son ex-belle-mère, Kris Jenner. Donc, et il y avait toute une esthétique derrière où ils étaient dans un paysage un peu désertique et tout. Donc pour moi, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Mais celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est A$AP Rocky. Est-ce que vous connaissez A$AP Rocky ? Oui, quand même. Donc A$AP Rocky, donc plus que le compagnon de Rihanna, c'est un ambassadeur Chanel qui a créé une marque aussi qui s'appelle AWDE et qui a récemment sorti, il y a quelques jours, son album Don't Be Dumb. Des pochettes qui sont extrêmement graphiques pour son dernier album, mais aussi des apparitions virales. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo où il pose et il a des bigoudis roses. Oui. Sur la tête. Donc celle-là, tu l'as vu. Et il a une attitude aussi de cool kid un peu assumé, qui le démarque. Cool kid, et en même temps, quand il fait ses apparitions avec Rihanna, justement, il est toujours hyper bien sapé, Oui, en vrai, tailoring, avec c'est des ça. sublimes costumes oversize. Ça change. De belles coupes. Incroyable. Tu vois, on peut rien dire sur Bon, il a été un peu problématique quand Non, même. il a été un peu problématique, mais là on parle de son style. Enfin, un peu comme tous les rappeurs aujourd'hui. Kanye hein. West, peut-être. Oui, Kanye West. Ouais, On parle de son style aussi, on n'est pas là pour critiquer. Mais ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut séparer l'artiste de ses polémiques? Ouais. Mais je trouve que ce qui est frappant C'est vrai. chez A$AP Rocky, c'est que la mode chez lui, elle semble un peu sans effort. Elle est naturelle, elle est presque instinctive. Et tout repose sur une personnalité forte. Je pense quand même qu'il a beaucoup de stylistes derrière lui quand même. Mais il a toujours été stylé quand même. Oui, non, mais ça marche. Pour l'époque, même si tu regardes ses anciens. Oui, ses il a anciens son albums, look. Il a son... Oui, il a sa son look. BA. Et je trouve qu'il a toujours eu une sorte de charisme un peu unique et une capacité à transformer chaque apparition en un moment mode. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés pour merci cette à émission toi. qui à toi. qui était vraiment intéressante. On a pu Vraiment. débattre et on se retrouve du coup dans un mois pour une nouvelle thématique et une nouvelle émission.